Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré aux assistants médicaux. En tant que médecin, vous êtes nombreux à nous remonter des questions à ce sujet. Un assistant médical, est-ce une bonne idée? Qu'est-ce que je peux lui faire faire? Est-ce que cela va me faire de gagner du temps et sur quelles activités? Quelles sont les modalités administratives et pratiques? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui et surtout aussi vous donner, vous faire part de retours d'expérience dans différentes spécialités. Donc quatre médecins autour de la table pour aborder avec vous ce sujet sur les assistants médicaux. D'abord le docteur Stéphane Laché-Fougère, ORL, président de la commission exercice libéral de l'URPS Médecins. Bonjour Stéphane. Le docteur Benoît Fégé, qui est président de l'URPS Médecins, mais aussi ORL. Bonjour aussi à tous et toutes. Le docteur Nathalie Lalanne, dermatologue sur Bordeaux. Bonjour à tous. Et le docteur Claire Cadix, généraliste dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour à tout le monde. Pour ma part, Emmanuel Bataille, ravi de vous accueillir comme d'habitude pour ces webinaires. Bien évidemment, nous prendrons toutes vos questions que vous pouvez vous poser au fil de l'eau en cliquant sur le bouton Q et R de l'outil de visio que vous avez sous les yeux, questions-réponses. N'utilisez pas le bouton de chat, c'est par le bouton questions-réponses que vous pouvez intervenir et nous prendrons, comme nous le faisons d'habitude, toutes vos questions pour y répondre, questions très concrètes, pratiques, comme d'habitude. Pour démarrer, docteur Laché-Fougère, euh, qu'est-ce que c'est un assistant médical? Voilà. Voilà, donc un assistant médical, c'est un salarié qui va vous permettre de regagner du temps médical, de se concentrer sur les soins et donc de vous décharger de certaines tâches, soit que vous n'aimez pas, soit que vous avez du mal à faire, soit qui vous prennent trop de temps et que vous allez pouvoir donc déléguer. Ces missions sont définies par vous-même, par le médecin, et vous définissez les missions librement en fonction de vos besoins et en fonction d'un référentiel de compétences qui en fait dépend plus de la personne que vous avez embauchée d'un vrai référentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, l'assistant médical ne doit pas faire du soin, mais en fait, où commence le soin, où s'arrête le soin, c'est vraiment affaire d'interprétation. Donc, n'hésitez pas, faites-lui faire tout ce que vous avez envie, il n'y a aucun problème. Il y a par contre besoin d'une formation, ça c'est obligatoire si vous voulez avoir le financement de la sécurité sociale. On va en parler tout à l'heure. Alors, les différentes professions, les différents profils, on disait que ça pouvait être très modulaire, en fait, en fonction de ce que vous souhaitez, des compétences que vous trouvez, peut-être de quelqu'un qui est déjà en place. Alors ça peut être votre secrétaire que vous voulez faire monter en compétences, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou que vous voulez embaucher ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a toujours moyen de trouver des embauches. Vous pouvez prendre des aides-soignantes, des infirmières, des secrétaires médicales. Ce sont les profils qui sont adaptés à ce type de métier. Il faut une formation, suivre une formation qui est plus ou moins longue selon en fait le métier d'origine. Pour une secrétaire, il va y avoir 4 modules. Pour une infirmière ou une aide-soignante, il y aura que 2 modules, donc ça va être plus court. Et cette formation doit être faite dans les 2 ans qui suivent l'embauche. Si vous utilisez le financement de la sécurité sociale, ou ça peut être fait avant, mais en fait cette formation elle n'existe pas depuis très longtemps, donc il n'y a pas encore beaucoup de gens qui soient formés et qui soient sur le marché. Donc, vous avez parlé des aides financières que peut apporter le cadre conventionnel. Quelles sont ces conditions concrètement et quelles en sont peut-être les limites, les avantages? Alors, il y a une aide financière de la sécurité sociale pour quasiment tous les médecins pour bénéficier d'un assistant médical. Cette aide, elle est forfaitaire sur les 2 premières années et ensuite, à partir de la 3e année, elle peut continuer à condition que vous ayez augmenté votre nombre de patients, votre patientèle.
C'est pas obligatoire d'avoir cette aide. Il faut comprendre que cette aide sur les 2 premières années, elle vous sécurise un petit peu le démarrage d'activité. Si vous peinez à monter en grade votre patientèle, le poste ne va pas s'autofinancer et du coup, bah, c'est toujours bien d'avoir l'aide de la sécurité sociale. Par contre, il faut vraiment que vous prévoyez que cet assistant médical vous fasse voir plus de patients pour pouvoir autofinancer son poste et du coup pour pouvoir bénéficier de la pérennisation de l'aide de la sécurité sociale. Donc, quasiment tous les médecins peuvent en bénéficier, sauf certaines professions, les radiologues, puisqu'ils ont déjà en fait les manips radio. Les radiothérapeutes, c'est pareil. Les stomatologues qui bénéficient des aides dentaires. Les anesthésistes qui ont des infirmières anesthésistes adaptées. Les anatomopathologistes, parce que c'est pas du tout le même type de métier. Et médecine nucléaire aussi. Et les chirurgiens, parce qu'ils ont les aides opératoires. Normalement, le chirurgien pur n'a pas besoin d'une assistante médicale ou d'un assistant médical. Il faut justifier d'avoir plus de 80% de consultations pour pouvoir bénéficier de l'assistant médical. Il y a 2 options de financement possibles, mi-temps ou plein temps. Et donc, comme je vous ai dit, cette aide financière, elle est pérenne si vous augmentez votre patientèle, qui est la contrepartie demandée par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a un objectif d'augmentation de file active, ça s'appelle comme ça, qui va permettre de pérenniser le financement. Il faut donc en fait prévoir que le travail que vous allez donner à votre assistant médical va permettre d'augmenter cette patientèle. C'est ça le primum movens. C'est si vous n'avez pas cette idée-là et que c'est simplement quelqu'un qui va vous décharger de choses qui ne vont pas permettre d'augmenter le nombre de patientèles, mais de diminuer votre temps de travail simplement, là, c'est à vous de le payer et il n'y aura pas d'aide de la sécurité sociale pour ça. Merci de toutes ces précisions. On essaye de passer vite pour, une fois de plus, vous faire surtout de part de retour d'expérience, mais n'hésitez pas encore à poser vos questions sur toutes les modalités concrètes que vous aimeriez aborder. Dans ces modalités, peut se poser, on y reviendra tout à l'heure dans les retours d'expérience, les problématiques de locaux, hein, parce que on l'a pas dit, mais il faut avoir aussi un espace dédié pour l'assistant médical et la contrainte de l'embauche, toutes les modalités administrative d'une gestion d'un salarié. Et de ce côté-là, docteur Benoît Fégé, bah, il y a une innovation en Nouvelle-Aquitaine, c'est la création d'un groupement d'employeurs qui peut faciliter pour les médecins l'embauche de salariés. Oui, tout à fait, comme dirait mon ami Thierry, c'est ça. Nous avons, avec d'autres URPS, d'autres régions, mis en place un groupement d'employeurs pour faciliter la gestion administrative de ces assistants médicaux. Alors, c'est simple, c'est pratique, ça coûte pas cher. Et ça simplifie je dirais les démarches. Moi, je suis associé dans une ESM. Mon associé n'était pas intéressé par avoir un assistant médical. Si j'étais passé par la SCM, ça aurait fait des complications, je dirais, de gestion. Je suis passé par le groupement d'employeurs. C'était très simple parce qu'il n'y a que moi qui l'emploie via le groupement. J'ai pas eu besoin d'avoir des services de mon comptable pour gérer la paye et le côté tout administratif, gestion RH. Ça se fait par le groupement d'employeurs. Et au final, ça me coûte moins cher que la secrétaire qu'on emploie au titre de la SCM. Donc, ce groupement est quand même très utile et je conseille tous les médecins qui veulent s'engager dans cette démarche de passer par le groupement. L'autre avantage, c'est que moi, je vais avoir une session d'activité. Et ben, par le groupement, je n'ai pas le souci de reprise du personnel puisqu'on va pouvoir le reprendre via le groupement. Donc voilà, vous avez à l'écran cette logique, hein, comment ça fonctionne un groupement d'employeurs. Ben, en fait, c'est comme si vous aviez une direction ou un service des ressources humaines externalisé, donc bien plus hein, qu'un expert comptable qui peut gérer la dimension sociale d'un salarié pour le bulletin de paye mensuel.
C'est le groupement d'employeurs qui vous aide éventuellement à recruter. C'est vous qui choisissez bien évidemment la personne dans une logique mi-temps, temps plein, etc. Toute cette logique de pouvoir partager éventuellement entre différents médecins. L'intérêt, c'est que le salarié est salarié du groupement d'employeurs, il n'a qu'un seul employeur et il va être mis à disposition complètement ou une fois de plus réparti entre plusieurs médecins, entre plusieurs structures éventuellement. Donc voilà, le vrai patron opérationnel au quotidien, c'est le médecin, hein, c'est lui qui pilote, qu'il s'agisse d'un assistant, d'un secrétaire, parce que tous les profils sont envisageables. On a même des demandes pour des infirmiers, pour des IPA, etc. Donc c'est pour tout type de salarié, puisque ce groupement d'employeurs a cette expertise RH, mais aussi est dédié au secteur libéral. C'est ça qui est important. Donc connaît les problématiques des médecins, connaît vos contraintes. Donc l'objectif, c'est zéro administratif, euh, et pouvoir vraiment vous consacrer sur une relation au quotidien, simplifiée, sachant que derrière, ben, tous les mois, vous recevez simplement une facture qui correspond au salaire chargé du salarié, avec quelques frais de gestion, mais très très compétitifs. Vous avez un webinaire dédié sur le groupement d'employeurs que vous pouvez retrouver dans nos replays, et bien évidemment, vous pouvez nous poser là encore toutes les questions relatives à ce sujet. On a essayé de faire vite sur ce cadre administratif, ces modalités dire théoriques. Maintenant, ce qui nous intéressait, et pour répondre là aussi à vos demandes, c'était de vous faire part de retours d'expérience, parce qu'un assistant médical en médecine générale, en dermatologie, en ORL ou dans d'autres spécialités, ben, on peut-être pas tout à fait les mêmes modalités pour avoir recours à lui. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes activités qu'on lui confie. Donc, voilà, c'était surtout donner la parole pour ce retour d'expérience. On vous démarre par vous, docteur Claire Cadix. Vous êtes généraliste et vous avez un assistant médical. Tout à fait, Emmanuel. Donc, je suis médecin généraliste dans les Pyrénées-Atlantiques. Je travaille dans un cabinet où on est trois professionnels, trois médecins. Euh, notre assistante médicale, en fait, c'est notre secrétaire qu'on a décidé de monter en compétences parce qu'elle fait déjà beaucoup de travail qui sont du domaine de compétences de l'assistante médicale. Et donc, on a choisi de lui proposer de se former. Et donc, elle s'est formée l'année dernière et donc, elle est assistante médicale là depuis 6 mois. Outre ce qu'elle fait déjà en tant que, enfin, ce qu'elle faisait déjà en tant que secrétaire, là, un petit peu de note compta, l'accueil des patients. Là, elle va faire beaucoup plus. On va s'appuyer sur elle pour tout ce qui est rendez-vous avec nos confrères spécialistes. C'est elle aussi qui nous dépatouille les avis enfin pas en téléexpertise, mais en tout cas quand on cherche à avoir un rendez-vous rapide ou un avis auprès d'un spécialiste, c'est elle qui le gère. Elle me gère aussi tout ce qui est bon de transport parce que ça fait partie des choses que je n'aime pas faire. Donc toute la paperasserie, elle le gère. Quand il y a des demandes de certificats ou d'autres choses, bon, mais elle peut le faire également. Euh, on a réfléchi avec mes collègues pour savoir quel serait son poste de travail. Et on a décidé de lui demander de revoir tous nos dossiers patients où on s'aperçoit que ils sont pas forcément bien remplis. On a changé de logiciel il y a 4 ans. Les dossiers qui étaient rentrés sur l'ancien logiciel n'ont pas la bonne forme, pas la bonne mise en place. C'est compliqué pour nos remplaçants parce que c'est un peu fouillis. Donc, un de ses premiers objectifs, ça va être de nous remettre nos dossiers patients corrects avec l'adresse, les numéros de téléphone, tout ce qui n'y est pas parce qu'on ne prenait pas le temps de le faire. On va aussi lui proposer de nous faire des examens, des ECG, des spirométries. On est en consultation, on a un patient qui a besoin, enfin on se dit il faudrait un ECG, mais on arrive sur la fin de notre consultation, on a du monde qui attend. On a la chance dans le cabinet d'avoir une salle d'urgence, donc on peut installer le patient dans la salle d'urgence, demander à notre assistante médicale de faire le CG et de revoir le patient après. Voilà, c'est un début d'activité d'assistante médicale. On jauge,
On tâtonne un petit peu pour trouver vraiment la bonne façon de l'employer. Mais ce sont de nouveaux métiers, donc il faut effectivement, et l'intérêt, c'est qu'il y a cette latitude aussi d'un cabinet à l'autre en fonction de vos organisations, de vos souhaits de pratique, de pouvoir justement adapter la fiche de poste, comme on l'évoquait tout à l'heure, et en fonction de son profil d'origine. Tout à fait, d'autant plus que quand on a fait justement cette réflexion avec mes deux collègues sur la fiche de poste de notre assistante, on n'avait pas du tout les mêmes envies. Enfin voilà, on ne voulait pas forcément l'utiliser de la même façon. Et donc, elle Donc, vous offre cette latitude aussi entre confrères et consoeurs au sein du cabinet de la maison de santé. tout à fait, elle a cette enfin, des compétences multiples et cette adaptabilité. Et donc, je suppose que pour elle aussi, c'est un facteur motivant puisqu'elle va avoir une diversité d'actions en fonction de l'un ou l'autre des médecins. Ça peut être stimulant. Tout à fait, ça. Alors déjà, c'est euh, quelque chose d'un petit peu, enfin, ce fait de monter en compétence, c'est valorisant pour elle. Et puis on a une secrétaire là qui n'en pouvait plus de répondre au téléphone, donc d'être un petit peu moins à répondre au téléphone, eh bien, ça, pour elle, c'est un plus. On n'en a pas parlé tout à l'heure, le docteur Lachifogère n'a pas parlé de si on change, enfin notre secrétaire qu'on a fait monter en compétences, on a pu bénéficier des financements de la caisse, mais parce que on a trouvé un autre système pour le secrétariat. Voilà. On ne peut pas transformer une secrétaire médicale en assistante médicale sans qu'il y ait une reprise d'un secrétariat qui peut être un secrétariat téléphonique ou toute autre solution de réception de téléphone. Ça peut être une plateforme téléphonique, mais il faut qu'il y ait une solution de rechange. Oui, l'objectif, c'est pas de faire passer sous label assistant médical quelqu'un qui continuerait à faire une activité de secrétariat médical basique, d'où l'idée de mettre en place une solution pour bien expliquer. Hein. Voilà, c'est C'est ça. ça les modalités. J'en profite, je prends une question qui nous est arrivée et qui fait le lien avec votre témoignage. Je cite, une secrétaire déjà en poste depuis plusieurs années ne peut donc pas faire la formation, point d'interrogation, vu qu'elle est là depuis plus de 2 ans. Alors N'hésitez si, pas à intervenir les uns les autres. si tout à fait, la secrétaire peut, même si ça fait plus de 2 ans qu'elle est inscrite, notre secrétaire, elle travaillait avec nous depuis plus de 10 ans. Et donc, on lui a proposé de faire la formation et elle est devenue secrétaire médicale avec sa formation. Enfin, nous, on a attendu qu'elle ait fini sa formation pour signer le contrat, mais on aurait pu signer le contrat avant et elle avait 2 ans pour faire sa formation. Oui, pour compléter, en fait, il faut qu'il y ait une nouvelle embauche. Donc, si vous prenez votre secrétaire et que vous la mettez comme assistante médicale pour bénéficier de l'aide, il faut qu'il y ait une autre embauche en plus. Il faut qu'il y ait une autre embauche ou un contrat de prestataire ou voilà. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui remplace le poste qu'elle faisait. Normalement un salarié en plus. On continue le tour des témoignages pour euh, euh, diversifier les spécialités, mais là encore, on reprendra bien évidemment vos questions, les échanges avec Claire Cadix sur la partie médecine générale, assistant médical en médecine générale typiquement. Mais on bascule vers une autre spécialité qui a pas mal recours, je crois, aux assistants médicaux, la dermatologie. Docteur Lalanne, donc vous également, vous pratiquez maintenant aujourd'hui au quotidien avec une assistante médicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, dire quelles sont les tâches qu'elle fait, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien dans votre activité? Donc moi, je suis dermatologue, je suis installée à Bordeaux. J'ai donc une activité médico-chirurgicale. Et donc, je trouve que le rôle de l'assistante est tout à fait adapté en fait pour ce type de spécialité, même si, il y a une adaptation pour les médecins généralistes également. Pour une activité médicale, ça peut être aussi intéressant. Mais donc, moi, je suis installée depuis 2013. J'étais en cabinet de groupe avec d'autres dermatologues et on avait une secrétaire qui était commune à 4-5 dermatologues. Et c'était très compliqué parce qu'il fallait que je gère finalement tout l'administratif. Les courriers, en fait, ne pouvaient pas être faits en fait,
par les secrétaires qui étaient communes, qui faisaient déjà en fait la prise de rendez-vous, la réception des patients, l'encaissement. Et donc j'ai insisté pour prendre en fait une assistante en fait salariée. Et donc j'ai une expérience de 8 ans en fait dans ce domaine. Elle a été au départ, donc je l'ai choisie en tant que secrétaire médicale et elle savait qu'elle aurait ce rôle en fait de secrétaire assistante. Euh, Au départ, la formation en fait d'assistante médicale du dermatologue, assistante technique, plus précisément du dermatologue, n'existait pas. Et donc j'ai commencé en fait à la former. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut insister. Nous, en tant que médecins, nous avons une formation en fait qui est longue sur des années. Et pour avoir une bonne assistante, je pense qu'il faut et qu'elle puisse nous aider évidemment. Il faut en fait y consacrer du temps. Donc la première année, en fait, elle a été finalement dans un poste plutôt de secrétaire et je lui ai demandé en fait de venir me voir systématiquement en consultation. Donc elle finissait en fait l'encaissement du patient et elle venait tout de suite en fait pour assister à la consultation. Et donc elle a appris ce que c'était qu'un eczéma, un psoriasis, en fait une urgence en dermatologie, comment on retirait les points. Et puis, finalement, petit à petit, grâce à des modifications de locaux aussi, elle a pu en fait se saisir de son poste d'assistante et gagner en autonomie. Donc l'important vraiment en fait c'est euh, effectivement, ça a été une réflexion en fait entre le temps médical, le confort en fait au travail, puis l'efficience. Et finalement, dans toutes les spécialités, on a des activités qui sont répétitives, qui sont administratives aussi beaucoup. Et il y a la gestion aussi des aléas qui est important. Et là, l'assistant fait complètement son rôle. Alors concrètement, en fait, dans le cabinet, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait. Alors, je travaille sur 2 salles depuis 3 ans. Elle fait la réception des patients, donc celle qui fait l'accueil. Elle peut envoyer en fait en préalable à la consultation en fait un questionnaire qu'on a conçu ensemble en fait qui permet d'orienter la consultation et puis de gagner du temps en fait pour elle et pour moi. Elle installe le patient, elle l'informe un peu des modalités de la consultation. Moi, j'arrive dans un deuxième temps. Le patient en dermatologie, il a souvent un contrôle cutané complet, donc il est déshabillé. Et ça me permet de faire rapidement mon examen. Elle me fait finalement un débrief de ce qu'elle a pu échanger avec le patient. Donc, elle fait comme quasiment l'interne, un super interne ou un super externe plutôt. Et donc, je commence en fait l'entretien. Et finalement, enfin, la consultation, je parle d'entretien parce que finalement, c'est un échange qui est très humain. Contrairement en fait à nos habitudes en fait médicales où on est souvent en train de compléter administrativement en fait les motifs de consultation, d'essayer comme tu disais Claire en fait d'avoir un dossier en fait qui soit bien rempli. Et bien en fait moi j'ai qu'un temps médical où je suis face au patient en train de l'interroger en fait de parler avec lui et puis bien sûr l'examen clinique en fin de consultation. En fait, c'est souvent mon assistante qui remet les ordonnances. Quand c'est un peu complexe, c'est moi qui les explique. Et puis, pour des patients que je ne dois pas revoir, elle fait en fait de l'éducation thérapeutique. Elle peut même parfois montrer comment on applique les crèmes. Et donc, ça, c'est un bienfait. Important. Ensuite, j'ai des matinées chirurgicales et pendant ces matinées chirurgicales, elle est en fait au bloc avec moi. Donc celle qui prend en charge le patient au départ, qui peut le rassurer, l'informer et puis qui va m'aider en fait à comprimer en fait pendant l'intervention. Et c'est elle qui finit le pansement. Euh, donc elle a petit à petit gagné en autonomie. Et en dermatologie, elle a des activités qui sont plus spécifiques que je lui laisse gérer intégralement. Alors, c'est une relation qui se crée avec l'assistante, une relation de confiance. C'est-à-dire qu'elle, elle sait qu'elle peut me demander quand elle ne sait pas. Par exemple, je la laisse en fait réaliser le retrait des fils parce que j'estime qu'il n'y a pas un risque en fait très important en fait de blesser le patient. Et ça n'est jamais arrivé. Et parfois, quand les fils sont difficiles à retirer,
dirais, elle vient librement en fait me chercher et je viens l'aider et lui montrer en fait si c'était un petit peu plus complexe, pourquoi ça l'était et donc elle apprend petit à petit en fait à se former et elle est ravie. Alors elle est très heureuse en fait de ce poste-là. Et ce changement de secrétaire à assistante, c'est un rôle en fait où elle est proche du patient, elle est très contente en fait d'être. Du témoignage que vous donnez, de ce que vous en dites. Donc, il y a vraiment la satisfaction effectivement d'avoir quelqu'un qui monte en compétence, mais qui est un véritable appui, c'est-à-dire c'est une vraie du temps gagné pour vous d'un point de vue médical. C'est un service vraiment complet et même un peu plus loin apporté aux patients. Cet accompagnement, vous avez insisté sur l'aspect humain. C'est tous ces bénéfices effectivement aujourd'hui que vous en retirez. Euh, oui, exactement. C'est vrai que c'est un confort de travail. Je C'est travaille, pas négligeable. ouais. C'est-à-dire que toutes les tâches administratives sont faites, les reconvocations des patients, en fait, c'est fait également. Et donc, c'est une simplicité, en fait, dans la prise en charge. Alors, je voulais juste préciser par rapport aux autres médecins qui sont présents. Moi, j'ai pas choisi, en fait, de signer un contrat avec la Sécurité Voilà. sociale. C'est partie de ma question suivante. Effectivement, vous avez décidé de ne pas souscrire effectivement à l'aide conventionnelle, de ne pas signer avec la caisse. Pourquoi et est-ce que vous en sortez financièrement du coup? Alors probablement, en fait, ça c'est ma phobie administrative en fait qui a dû participer à ce choix. Et puis je voulais en fait expérimenter moi-même, voir à peu près en termes de effectivement en rentabilité hein, financièrement, est-ce que c'était possible. Et je voulais en fait palper moi-même en fait les choses. J'ai embauché maintenant en Réflexe fait de dermatologue. exactement. Exactement une secrétaire en fait médicale et j'hésite à demander en fait une aide, mais voilà, financièrement ça n'a posé aucun souci. Il faut savoir que avec une assistante, on change notre activité, on a une activité qui gagne en compétences et on augmente notre nombre de patients forcément. Et donc financièrement, ça n'a aucune conséquence. Et au contraire, moi j'ai gagné en termes de chiffre d'affaires. Je confonds toujours ce recette et chiffre d'affaires, mais enfin voilà, j'ai augmenté en fait mes recettes. Un truc tout simple en fait pour vous désangoisser, c'est essayer de calculer en fait déjà en fait les frais sur un mois. Combien coûte une salariée, multiplié par deux en fait pour intégrer en fait les charges, notamment URSSAF en fait, et ensuite diviser en fait au quotidien combien en fait ça ferait en fonction du nombre de jours travaillés sur ce mois, combien ferait en plus en fait de patients et de consultations. Et finalement, en fait, on est rapidement à 3 ou 4 consultations en plus par jour, ce qui est largement en fait faisable. Je voulais justement insister aussi en fait sur l'activité. Du coup, les grands changements en fait que ça a provoqué chez moi, c'est que j'ai une activité en fait où je vois des patients plus complexes. J'ai l'impression vraiment de rendre service en fait à des patients qui sont en difficulté. J'ai une activité en fait bibliographique plus importante parce que j'ai un temps où je ne fais pas du tout d'administratif et donc c'est un temps de formation et je pense qu'on peut le faire en fait dans la semaine ou au quotidien et ça c'est important. Et troisièmement, je peux participer maintenant en fait à des études. Donc là, je participe à une étude qui est nationale, qui va me prendre du temps, mais à la fois en fait mon organisation me permet de pouvoir être dans ces recherches scientifiques et j'en suis ravie. Donc, et vous allez jusqu'à faire des actes un peu médico-techniques, parce qu'on évoquait tout à l'heure, Stéphane de la Cheffougère l'évoquait, ne pas faire du soin. Bien sûr, un assistant médical travaille sous votre responsabilité, délégation, cadre médico-légal, mais voilà, ça peut aussi vous gagner du temps. Vous avez évoqué toute la dimension administrative qui vous libère, qui au-delà de temps, libère aussi la charge mentale. Hein, quand vous dites meilleure qualité dans mon travail, c'est certainement aussi tout ça, hein, qu'on connaît le quotidien de tous les médecins. Dans ce modèle économique, il y a aussi peut-être la latitude que vous avez dans votre spécialité de faire un peu quelques actes dits médico-techniques. Exactement. Donc,
Elle a une activité, en fait, elle réalise notamment de la photothérapie dynamique. Ça, c'est un traitement qui permet de traiter les champs de cancérisation, donc les kératoses actiniques multiples en fait, hein, sur le visage, sur le crâne, ou des carcinomes basocellulaires multiples qui sont superficiels. Et c'est une activité qui nécessite, enfin un acte technique qui nécessite donc un curetage de la peau, euh, un traitement en fait de mise en lumière qui est souvent douloureux, qui est sensible pour les patients. Et donc, c'est elle qui est face au patient et qui gère la douleur. Donc, on a des sprays en fait hein, qui sont froids, qui permettent de soulager le patient. Elle peut en fait adapter en fait la machine et l'illumination. Donc, c'est un soin qu'elle fait sans que je sois présente. En parallèle, en fait, je consulte, je vois des patients et elle me demande en fait si besoin. Alors, c'est vrai que maintenant, en fait, j'explique bien aux patients qui seront pris en charge par l'assistante qu'elle sait mieux faire en fait que moi et c'est vrai. Et donc, par rapport aux patients, en fait, il y a une confiance qui se crée en fait avec l'assistante et elle va pouvoir réaliser son soin en fait très simplement. Donc voilà, dès qu'il y a des actes une fois de plus techniques avec des machines qui assurent une certaine qualité, etc., l'assistant peut totalement agir, etc. Je prends juste avant de passer au prochain témoignage une question d'un des auditeurs très concrète, pragmatique, qui dit bah, si votre assistante est avec vous en consultation, qui prépare la prochaine patiente, le prochain patient que pendant que vous faites cette consultation avec votre assistant? Voilà, on est dans le très concret, pratique, mais une fois de plus, un assistant, quoi, je veux dire, j'ai l'impression que dans la question, il y a un peu la doctrine que l'assurance maladie veut nous faire passer en disant bah, on libère du temps médical en faisant que l'assistant va préparer le patient et que le médecin va passer 3 minutes. Non, hein, une fois de plus, surtout en médecine générale, vous en reparlerez peut-être, Claire Cadix, le temps d'observation, d'entrée d'un patient, la façon dont il se déshabille fait aussi partie du diagnostic, c'est des éléments essentiels. Maintenant, là, ce que vous expliquez, hein, ne restons pas dans cette vision très primaire, j'ai envie de dire, qui est véhiculée. Vous montrez que, en fait, vous lui confiez, vous lui déléguez un certain nombre d'actes, elle est à vos côtés, elle vous soulage de tout un tas d'actions. Mais bon, s'il faut répondre à cette question quand même très Oui. concrètement. Ouais, pour préciser les choses, en fait, elle était avec moi en permanence en consultation, surtout au moment où je l'ai formée. Donc, ça a duré en fait 1 an. Aujourd'hui, en fait, elle me suit parce que j'ai une secrétaire qui est en fait à l'accueil, qui fait la réponse téléphonique et l'accueil des patients. Et donc maintenant, mon assistante est en permanence avec moi et on alterne dans les deux salles. Donc effectivement, il y a pas, au moment en fait de l'examen, elle est quasiment présente. Ensuite, elle passe en fait sur une autre salle pour installer en fait le patient suivant. Et puis, ou ça peut être l'inverse, elle peut accueillir un patient. Enfin bon, elle alterne. C'est vrai que c'est un rôle en fait qui était à l'époque en fait assez difficile, et c'est pour ça en fait que j'ai voulu prendre en plus une secrétaire médicale pour alléger en fait son poste. C'était difficile de répondre au téléphone. À l'époque, elle avait l'oreillette, donc c'était quand même compliqué. Elle sortait de la consultation. On avait coupé le téléphone de toute façon en fait en matinée chirurgicale, mais oui, oui, c'est pas un poste en fait qui est facile, hein. Et ensuite, c'est une souplesse à avoir d'organisation, c'est-à-dire qu'on a été, moi je dis binôme en fait pendant longtemps. C'est-à-dire que si elle n'était pas là pour faire le courrier, ben, je finissais le courrier pendant qu'elle installait un autre patient. Donc il y a beaucoup de fluidité, on a toujours travaillé en souplesse. Et puis aujourd'hui, bah, je suis très contente d'avoir en fait une secrétaire en fait qui nous soulage toutes les deux. Une autre question, vous suscitez quelques questions, c'est super. Si votre assistant médical examine, retire les points, ne répare et ne repère pas, pardon, de contre-indication, intervenez-vous durant la consultation ou bien est-elle complètement autonome? Elle est autonome. Je la laisse complètement faire. Ensuite, c'est vrai que on a, comme dans toute spécialité, en fait, des choses qui sont répétitives. Notamment nous, les carcinomes basocellulaires, c'est notre quotidien. Et donc, elle peut en fait euh, confirmer au moment du retrait des points qu'il s'agissait bien d'un carcinome basocellulaire, que tout a été retiré, que le prochain contrôle est annuel. Donc,
je ne l'assiste pas et je ne surveille pas ce qu'elle fait. Je lui fais en fait confiance. Et ça, en fait, c'est vraiment une relation de confiance à mettre en place en fait au départ, en sachant que on est là surtout pour les former, pour les accompagner au départ. On reste disponible tout le temps, quoi qu'il arrive. Et, euh, et voilà. Et en tout cas, c'est comme ça qu'elles deviennent autonomes et qu'elles nous libèrent du temps de travail. Merci. Alors, il y a des réactions autour de la table par rapport à cette question. Docteur Benoît Fégé, ça vous fait réagir? Oui, les deux exemples, ces deux témoignages montrent que vous n'allez pas avoir l'assistante médicale au top tout de suite. Ça va être une montée en charge ou une montée en compétences progressive. C'est-à-dire que selon l'évolution que vous avez et la formation de l'assistante, pas que la formation, je dirais, administrative obligatoire dans les 2 ans, mais la formation quotidienne que vous avez avec votre assistante ou assistant, ça va être une montée en compétences qui va permettre d'élargir le champ d'action de votre assistante ou assistant. Bon, pour revenir à moi, plus concrètement, à mon témoignage personnel, j'ai pas l'ancienneté que tu as, Nathalie, d'assistante, mais nous, on était dans le constat, c'est que notre secrétaire médical faisait aussi les actes techniques d'audiométrie. Alors, pour des raisons, je dirais, de gestion administrative, entre guillemets, de notre cabinet, on est passé de 4 ORL à 2 et on avait 2 secrétaires, on a dû passer à une. Et au final, on s'apercevait que la secrétaire était complètement noyée entre les charges d'accueil, de gestion du patient, d'encaissement, etc., de répondre au téléphone et la demande d'exploration fonctionnelle simple qu'est l'audiométrie, mais qui est quand même très prenante en ORL. On se trouvait à avoir en fait des patients qui attendaient pour rien parce que la secrétaire était occupée à faire des audios. Donc, il fallait qu'on change de système où c'était s'il y avait trop de, je dirais, de presse entre guillemets à l'accueil, ben, c'était les médecins qui faisaient l'audiogramme. Donc on régressait un petit peu dans notre délégation de tâches. C'est pour ça que j'ai pris une assistante médicale auquel il y a toute cette compétence d'exploration fonctionnelle audiométrique qui a été confiée et qui a soulagé la secrétaire. Par ailleurs, l'assistante, elle a aussi le rôle de gestion et d'organisation des interventions. Pour les interventions, on a des dossiers administratifs, un renseignement électronique à faire dans le dossier de la clinique, et il y a aussi un côté réexplication de l'intervention, parce qu'on a, nous, au fil de notre consultation, on dit, bah, il y a une intervention à prévoir, ça va se passer comme ça. Le plus souvent, ça peut passer un peu à l'as dans la tête du patient qui a trop d'informations tout d'un coup et qui ne sait pas quoi. Et le fait de passer ensuite avec l'assistante qui va pouvoir gérer le dossier, lui expliquer de nouveau le dossier, eh ben, les questions peuvent venir et elle peut mieux répondre. Donc, on augmente la qualité, je dirais, d'accueil et de présentation de l'intervention. Donc, c'est un plus, hein. Et puis, pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on voit d'autres patients pendant qu'elle fait ses tâches administratives. Elle a aussi un rôle d'accueil des patients et de tri, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle prépare la consultation. Et comme tu le disais, Nathalie, ou Claire, elle participe aussi en partie à la consultation. Elle a donc débrouillé un peu l'interrogatoire. Et moi, elle me dit, voilà, j'ai vu, il y a un bouchon de cérumen, c'est un truc c'est un problème d'audition, les tympans sont bien, voilà l'audiogramme, tout a été fait. Et moi, j'arrive pour la conclusion. C'est un problème de dysphagie, etc. Et bon, on va regarder, et puis on va organiser le truc, la prise en charge. Donc, elle a un tri, elle a aussi une fonction, mais quand la secrétaire a dit, il y a un patient qui vient en urgence, elle va aussi débrouiller le terrain
et ça, c'est quelque chose qui vient avec aussi l'expérience et la montée en puissance de la compétence de l'assistant. Et donc, on est au début de euh, je dirais, de cette modélisation, entre guillemets, de nos pratiques, mais moi, j'ai déjà un confort, une qualité de, une qualité de vie et de travail qui s'est améliorée. Et avec plus de temps, en fait, pour répondre aux questions du patient qui a été un peu débrouillé avant et qui a eu le temps de digérer aussi un peu la situation, de voir un peu et donc d'avoir plus de relations. Et c'est vrai que le côté humain est augmenté parce qu'on n'est pas sous presse autant qu'avant. Parce que l'assistant a déjà débrouillé un certain nombre de choses ou va compléter derrière nous un certain nombre d'informations. Donc, c'est quand même une qualité importante. Je dirais Et ça. on est véritablement dans l'esprit d'équipe que vous évoquiez, où on n'assume plus tout seul la charge mentale, toutes les charges administratives et problématiques. Vous pouvez vous concentrer effectivement sur le soin, tout le monde est gagnant là-dessus. Il y avait une autre réaction tout à l'heure de Stéphane Lachaud-Fougère, mais votre témoignage également, parce que vous, alors, autre situation ORL, on était volontaire de pouvoir justement insister sur une spécialité. Vous également, vous avez une assistante de longue date. Alors, en fait, deux assistantes, voire deux et demi. En fait, j'ai une assistante qui fait, comme pour Benoît, les examens, c'est-à-dire l'audiométrie, les examens de vertige. On l'a depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire que le système de l'assistante médicale par la sécurité sociale, ça n'existait pas encore. On l'a partagé avec entre associés, son salaire, pour que ce soit supportable sans aucun problème. Et effectivement, alors, c'est une organisation à prendre. J'ai des rendez-vous qui sont organisés avec des tests d'audition, d'autres non. C'est au secrétariat d'arriver à faire la part des choses. On lui a mis une grille de questions à poser. C'est assez rapide et très facilement, elle me fait la part des choses. Et donc, pendant que je vois le patient, pendant qu'il est en train de faire son test d'audition, je vois le patient suivant et je revois le patient qui a fait son test d'audition pour donner le diagnostic. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme toute montée en puissance et en compétence, eh bien, cette assistante audiométriste, donc maintenant fait de plus en plus de tests sur les vertiges. Et puis, quand les tests sur le sommeil sont arrivés, elle a aussi pris en charge l'installation de ce type de matériel. Et puis la deuxième assistante que j'ai, maintenant, ça fait 4 ans, elle, je l'ai prise dans le cadre de l'aide avec la sécurité sociale, d'un contrat avec la sécurité sociale. Donc mon idée, c'était comme j'avais des rendez-vous qui étaient de plus en plus à distance et des délais de consultation qui étaient importants, je n'arrivais plus à répondre à la demande d'urgence des patients. Et ça me gênait beaucoup parce qu'il y a des demandes d'urgence. Je réservais 2, 3 rendez-vous pour les urgences tous les jours. C'était rempli et c'était assez compliqué. Et donc, j'ai pris cette assistante médicale, j'ai pris une infirmière de formation. Elle a fait au cours du temps une formation complémentaire, mais je l'ai embauchée tout de suite. Avec le contrat sécurité sociale, là aussi, ça a été difficile parce que j'étais déclaré ORL chirurgien, donc je me suis fait basculer pour être déclaré ORL médical. Bon, c'est une formalité administrative parce que ça change pas grand-chose en fait, mais ça m'a permis d'avoir l'assistante. Et je lui ai trouvé enfin, elle avait un local puisque j'avais une salle de libre dans mon bureau. Et je lui ai installé tout ce qu'il faut et elle me prépare la consultation et elle assure les consultations d'urgence. C'est-à-dire que là encore, c'est une organisation de secrétariat, toujours avec une petite grille de questions. Le secrétariat détermine 4, 5 types d'urgences que l'assistante va pouvoir prendre en charge. Et ce sont des consultations qu'elle va faire euh, presque entièrement, c'est-à-dire qu'elle accueille le patient, elle fait l'interrogatoire. Alors chez nous, on ne déshabille pas, ça c'est déjà un intérêt. Elle fait l'interrogatoire. Avec sa montée en compétence, elle est capable maintenant de faire un examen clinique ORL assez bien. Et donc moi, je vais venir voir le patient. Je vois tous les patients. Tous les patients sont vus par moi-même, mais ça me prend 3 minutes.
Ça me prend 3 minutes parce que tout l'examen clinique est fait, tout l'interrogatoire est fait. Elle me fait un résumé. Elle me dit enfin, du coup, je sais sur quoi je dois insister. Je vais revoir un tympan, je vais revoir dans les narines s'il y a besoin, et je vais dire, ben, faut faire ça, faut faire ça. Elle fait l'ordonnance ou elle prévoit l'examen qui va être fait. Ou maintenant, elle sait depuis peu cautériser un nez qui saigne. Elle sait commencer à enlever un bouchon et je vais juste terminer contre le tympan et avoir le geste le plus délicat. Mais vraiment, ça me prend que 3 minutes. Et grâce à ça, eh bien, je vois, en plus de ma consultation habituelle, je n'ai pas rien changé à ma consultation habituelle, je vois en plus 6 patients par demi-journée grâce à elle. Donc l'augmentation en puissance de la patientèle est énorme. Ça autofinance son poste largement. Étant donné que j'ai augmenté ma patientèle, je touche l'argent de la sécurité sociale, donc je vous dis pas le bon de chiffre d'affaires que ça fait. C'est très très intéressant comme système. Elle est très heureuse parce que elle fait un travail de docteur toute la journée et elle voit les patients. Et puis on augmente au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elle leur apprend à utiliser certains instruments d'hygiène sur le plan ORL. Là, on va démarrer avec MedPrev de l'URPS, le placement dans MedPrev de cette prévention. Voilà, ça augmente en permanence. On voit de plus en plus de monde. Il y a un succès énorme. Et du coup, on a du mal à assurer encore les urgences. On a un petit délai, mais qui n'est pas très important, heureusement. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et ce type de poste de fonctionnement, je trouve que c'est le moment idéal. Enfin, c'est le type idéal quand on a un associé qui part à la retraite. Vous avez un médecin associé qui part à la retraite et vous n'arrivez pas à le remplacer. Pour pouvoir absorber une partie de sa clientèle, eh bien, vous pouvez mettre en fait un assistant médical qui va vous préparez toute la consultation. Ça vous prendra que 3 minutes à peu près la consultation et vous allez absorber une partie de la clientèle sans être complètement surchargé et pouvoir augmenter votre nombre de patients en étant sécurisé. Moi, j'étais bien content qu'il y ait cette sécurisation au début parce que je l'ai prise début 2020. Je l'ai formée pendant 2 mois et quand elle a commencé à être opérationnelle, ça a été le confinement. Donc, j'ai continué à la payer. Elle travaillait pas et j'étais bien content que la sécurité sociale me verse de l'argent à ce moment-là. Donc, on est véritablement une fois de plus, dans un contexte de démographie médicale hein, qui diminue, de besoins de la population qui augmente. C'est une vraie solution, vous le dites tous dans vos témoignages, en gagnant en plus en confort, en qualité au travail, parce que ça, c'est une fois de plus un des objectifs qui doit être poursuivi. Euh, Absolument, Avec parce que ma charge mentale de pression des patients qui demandaient à être vus en urgence et tout ça, elle a beaucoup diminué. Puisque justement, on assure les 2 ou 3 patients que je voyais moi-même, plus les 6 qu'elle voit, ça fait 8 à 9 consultations d'urgence par jour, enfin par demi-journée même, c'est énorme. Donc la pression des patients a largement diminué. Il y a aussi un autre intérêt, je dirais, vous savez, des fois on a des patients un petit peu vindicatifs, un petit peu agressifs, et le fait d'avoir un tiers permet aussi de descendre la pression. Et si on a eu un mauvais euh, karma qui s'était installé, eh ben, on va pouvoir rattraper les choses et ça marche dans les deux sens. Parce qu'il y a des patients qui disent l'assistante, ils n'en veulent pas tout de suite. Puis au final, tout ça s'arrange et on a, je trouve une qualité, une sérénité aussi des fois les situations un peu conflictuelles, le soufflet tombe plus facilement. Donc effectivement, hein, ce qui est intéressant là, et c'était la volonté de mettre 2 ORL pour montrer même dans dans une même spécialité ben, des visions qui peuvent être différentes avec une fois de plus les particularités d'exercice que vous pouvez avoir l'un et l'autre, mais voilà des missions qui peuvent être confiées de manière différente à une assistante et ça c'est je pense un message important qu'il faut véhiculer aux consoeurs et confrères qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui effectivement dans les documents, les informations qui sont véhiculées très descendantes, c'est voilà, viens préparer le patient et puis point barre, on est sur des tâches très administratives. Non, vous pouvez construire votre organisation, c'est ça que vous dites les uns et les autres, tel que vous l'entendez, et en plus dans un esprit d'équipe où on est souvent un peu plus intelligent collectivement que seul à tout confronter et voilà construire et répondre à ces besoins pour mieux répondre aux besoins de la population et mieux vivre son quotidien. Il y a quelques questions parce que je vois que vous aimeriez continuer. On arrive un peu au terme, mais
j'avais quelques questions. Du coup, vous devenez très dépendant de vos assistants et qu'est-ce que vous faites en cas d'absence imprévue de l'assistant? Qu'est-ce qui se passe là? J'assure sa consultation. C'est un petit peu plus lourd, mais bon, on s'en sort. Heureusement, c'est pas très longtemps. Effectivement, si c'est une absence qui devait durer, là, il faut revoir avec le secrétariat, annuler des consultations parce que je tiendrai pas très longtemps à assurer le travail de deux personnes. C'est une bonne question, mais il faut pas que ça arrive. Parce que c'est comme si vous avez votre ordinateur qui tombe en rade, hein. Bon, pendant des années, on tournait avec des dossiers papier. Si votre ordinateur tombe en rade, eh ben vous êtes bien embêté. Et le temps qu'il soit réparé, ça peut être une matinée où quand même on galère. Donc je crois que c'est comme il faut voir ça le côté positif et en espérant que le crash n'arrive pas. Docteur Alan, vous vouliez intervenir également. Ma part, bah, évidemment, en fait, elle va être absente puisqu'elle va être en formation aussi régulièrement, hein. Donc quand ça arrive, en fait, bah, on évite les matinées de bloc ou de chirurgie. En fait, j'avoue que je garde le même planning en limitant en fait bah, le nombre de courriers. Donc ça va être des courriers plus succincts. Et voilà, donc on s'en sort aussi en fait hein, sans assistante. Et il y a plein de choses par contre qui ne sont pas faites. C'est l'éducation thérapeutique, C'est ça, vous repriorisez finalement. voilà. Il y avait une question qui vous concernait là également qui est arrivée, qui dit en spécialité, pas forcément dermatologie, mais je sais que c'est des choses que vous avez un peu réfléchi. Est-ce que une assistante médicale peut aider à bien faire le tri, la qualification finalement des patients que j'ai besoin de voir? C'est-à-dire aujourd'hui, on a tous plus ou moins dématérialisé la fonction de secrétariat avec des outils de prise de rendez-vous en ligne ou des plateformes téléphoniques qui sont peut-être un petit peu loin de l'analyse médicale qui pouvait être faite avant sur la pertinence, la rapidité d'un rendez-vous. Est-ce que ça vous aide, vous, Nathalie Lalanne, au Alors, quotidien? évidemment, hein, c'est une question vraiment très pertinente parce que on est aujourd'hui, notamment sur Bordeaux, hein, et dans les villes, en fait, confrontés à la consommation de soins. Et c'est vrai que, notamment pour les spécialités, de faire un tri, le mot est vraiment pas adapté, mais d'essayer en fait d'organiser des rendez-vous et dans des délais en fait qui soient adaptés à la pathologie, c'est nécessaire. L'assistante, elle est formée, elle sait ce que c'est ensuite une urgence parce qu'elle en a déjà vu. Elle voit très bien en fait les conséquences pour le patient, que ce soit un prurite insomniant, des urgences en fait infectieuses ou bulleuses. Et donc, elle va tout de suite organiser des rendez-vous dans la journée ou dans les 2 jours. On a en fait cette possibilité, effectivement, de gagner en compétences, c'est d'avoir un soutien en fait important. Ouais. Merci. Et on arrive bientôt au terme. Je me tourne côté médecine générale à nouveau, sur quelques questions qui sont arrivées ou témoignages. Alors, je ne sais pas si c'est une question où il y a un point, ouais, pas de point d'interrogation ou d'exclamation à la fin. Je vais le formuler sous forme de question. C'est compliqué financièrement de se passer de l'aide conventionnelle pour embaucher une assistante médicale en médecine générale, hein. La question a été posée. Alors, effectivement, c'est pas avec le tarif conventionnel de nos consultations et le fait que notre consultation est bloquée qu'on arrive. Nous, on avait déjà fait l'effort d'avoir une secrétaire médicale. Donc, on avait des charges en conséquence. Effectivement, si moi j'ai fait le choix, enfin notre cabinet a fait le choix de la basculer en tant qu'assistante médicale, c'est en se disant, ben voilà, on a fait le choix, nous, par rapport à d'autres médecins qui n'ont pas de secrétariat présentiel, d'avoir un secrétariat présentiel. Notre secrétaire, elle fait déjà les trois quarts du boulot d'assistante médicale, à juste titre que le financement de la Sécu peut nous permettre d'être un petit peu plus souple. Bon, parallèlement, il faut quand même investir dans un secrétariat autre, et le fait d'avoir un secrétariat autre laisse plus de temps à notre assistante médicale pour vraiment se focaliser sur toutes les autres tâches qu'elle faisait déjà, hors répondre au téléphone. Après, eh bien, Pardon, vraiment interpellation qui nous est faite, hein, qui a été complétée. C'est voilà, il faut donc pour
compenser un salaire chargé. Il faudrait 5 CS en plus tous les jours. Il faut payer en plus la formation, assumer le temps d'absence pendant sa formation, etc. Que se passe-t-il après 3 ans pour garder la compensation? Il faut majorer sa patientèle. Voilà, c'est un petit peu toutes ces inquiétudes, je pense, qui Effectivement, s'expriment au alors travers de ce là, témoignage. moi personnellement, j'en suis qu'à sur la première année, donc j'ai pris les sous, et puis on verra l'année prochaine a priori, et dans 3 ans, on verra si j'ai pas augmenté. Alors, je me focalise pas sur l'augmentation de ma patientèle, je me focalise plutôt sur la qualité du travail, sur le fait que, comme disait Stéphane, la charge mentale diminue, et ça, c'est important aussi. Après, je pense que ma patientèle, elle augmente doucement, euh, et après, c'est peut-être aussi à la Sécu de revoir un peu ces chiffres et les, comment est financé le poste d'assistante médicale en médecine générale. Puisque pour le moment, ça peut être que un médecin, et s'il travaille en MSP, enfin en MSP ou en ACM où ils sont plusieurs, il n'y en a que deux qui peuvent avoir le financement. Donc ça, c'est un autre travail, et je pense que ça, c'est plus un travail syndical sur le financement de l'assistante médicale à venir. Là, je dirais, prenez, tentez le coup. En termes de sérénité de travail, c'est vraiment bien. En termes de valorisation pour nos secrétaires, de les faire monter en compétences, elles font déjà beaucoup du boulot de l'assistante médicale en tant que secrétaire. Ça valorise ce qu'elles font déjà. Et puis après, on verra. Après, voilà. Docteur Fégé, vous vouliez également intervenir sur ce point? Oui, ça c'est toujours un peu le problème de l'angoisse de dire bah, je vais embaucher et comment je vais financer. Et est-ce que je pourrais pas faire le travail à moi-même? Moi, je fais le parallèle un peu. Est-ce que vous prenez un comptable ou pas? Vous pouvez faire votre comptabilité tout seul, mais vous allez passer des week-ends, des soirées, vous cassez la tête, alors qu'un comptable, ben, ça va vous coûter, mais ça va vous faire gagner du temps libre et au moins des week-ends plus sereins. On peut aussi ne pas avoir, je me rappelle qu'il y avait des cabinets où ils disaient, bon, la femme de ménage, ça coûte tellement cher que je préfère passer le ménage. Ah, ouais, au bout d'un moment, faut voir où on peut en tirer le bénéfice. Et tous les témoignages que l'on a, c'est quand même, on améliore la qualité de son exercice et, je dirais, son confort d'exercice. Euh, c'est plus que la qualité, c'est le confort d'exercice d'avoir un assistant qui vous aide et qui va monter en compétence. Donc, le risque, il existe bien sûr, mais on a tellement un confort que même si ça, au final, ça nous coûterait un peu de sous, qu'il n'y ait pas d'aide de la Sécu, je pense qu'on continuerait quand même. Ça peut être Parce une que logique d'investissement en tant que on libéral. a une qualité, une qualité d'exercice qui s'est améliorée. Et à la fois pour nous, c'est aussi une qualité des assistants qui quand même apprécient ce nouveau métier, hein, qui monte, qui leur fait et une qualité humaine, de relations humaines qui est augmentée vis-à-vis des patients. On n'est pas à courir dans le temps, à dire ah, regardez la montre, ah ben non, vous avez un motif de consultation, à deux, je commence à criser, à trois, je vous dors. Là, vous allez pouvoir à régler, puis à dire, bon, et mon assistante va compléter, va voir, et ça va fluidifier la relation humaine avec les patients, et je crois que c'est quand même un bénéfice. On parle de burn-out dans la profession, bah, pour moi, les assistants, c'est quand même une lutte contre le burn-out. Euh, ça, C'est un c'est... élément vraiment très important. Vous êtes terrible parce que vous avez encore envie de parler. Je vous donne la main, docteur Lalanne. Juste une question parce que l'auditeur est revenu à la charge sur sa question. Il était parmi les premiers à l'avoir posée. On l'avait pas oublié. C'était juste que l'a posé au bon moment. Je me tourne peut-être vers vous, Stéphane Laché-Fougère. Est-il possible d'embaucher une assistante ou un assistant médical dès l'installation ou y a-t-il un délai à attendre? Apparemment, nous avons peut-être un médecin qui cherche à s'installer et qui aimerait peut-être partir. Est-ce qu'on a des réponses là-dessus ou docteur Cadix? Oui, effectivement, il y a une possibilité pour les primo installés, puisque dans le contrat d'assistant médical, il y a
un nombre de, en tout cas en médecine générale, de patients médecins traitants ou une file active. Quand c'est un primo-accédant, il y a donc la Sécu fait un micmac et il y a une possibilité. En fait, il faut qu'il se rapproche, s'il est intéressé pour embaucher une assistante médicale en début d'installation, qui se rapproche de ses responsables de la caisse et de voir avec eux. Mais il y a une possibilité, c'est dans la convention, il y a une possibilité pour les gens qui viennent de s'installer. La demande d'augmentation de la patientèle n'est pas de la même, voilà, ne suit pas le même parcours que pour les gens qui sont déjà installés. C'est comme les gens qui sont en reconnaissance travailleurs handicapés ont aussi un aménagement sur le contrat d'assistant médical. On déborde vraiment du temps, mais Stéphane, Par contre, pour quelqu'un qui est déjà installé, il y a un minimum de patientèle nécessaire pour pouvoir bénéficier du financement d'une assistante médicale. Si on n'a pas ce minimum, on n'a pas droit au financement. d'accord. Donc, il faut pas le jour où on s'installe, mais assez rapidement, de toute façon, prendre contact avec sa caisse pour voir les modalités, mais ça peut se faire quand même assez rapidement. Docteur Lalanne, vous vouliez faire une dernière intervention. Oui, une dernière chose, Avec n'hésitez vous. pas, ce webinaire, j'espère, à répondre à pas mal de vos questions, mais n'hésitez pas surtout à venir vous former dans un cabinet qui est déjà équipé, et qui a déjà une assistante ou plusieurs. Moi, c'est ce que j'avais fait et ça m'avait beaucoup mis les choses en place et c'était beaucoup plus clair en fait dans ma tête sur l'organisation à mettre en place. Donc n'hésitez pas, moi je suis tout à fait j'accepte tout à fait. Si vous voulez venir voir une demi-journée ou une journée dans le cabinet, ce sera avec plaisir. Ben, c'est une très belle conclusion. Juste avant de vous quitter, une dernière intervention, un dernier témoignage, effectivement, qui était remonté dans les réactions des auditeurs. Moi, en tant que médecin généraliste dans ma MSP, l'assistant médical se charge aussi, hein, en plus de ce qui a été dit, de prendre rendez-vous avec des spécialistes pour des examens complémentaires, etc. Nous assurons quelque part ce service aux patients dans le respect du parcours de soins. Je pense que ça fait partie aussi des choses essentielles que vous défendez les uns et les autres. Euh, Ce webinaire touche à sa fin. On a un tout petit peu débordé de l'heure. Vous retrouverez bien évidemment, comme d'habitude, ce support en replay, cette vidéo en replay sur notre site avec un document associé qui reprend tous les éléments qu'on a présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à faire circuler autour de vous, vers vos consoeurs, vos confrères, si vous avez trouvé l'information pertinente pour faire mieux connaître une fois de plus les assistants et ce qu'on peut en faire. Tout ce travail justement d'adaptation, de co-construction pour chacun. Le cadre n'est pas figé et laisse quand même pas mal de latitude. On vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.